Nous avons maintenant le plaisir d'accueillir Anja Dickmann. Anja, tu me rejoins. Et qui va... Alain Schmitt nous a rappelé les bienfaits des vacances, notamment sur la santé. Et Anja, ce matin, va partager avec nous son regard sur le lien entre tourisme et santé. Alors, Anja, elle est professeure de tourisme à l'Université libre de Bruxelles. Je rappelle un peu... Voilà, en Belgique, et coordinatrice de l'Alliance pour la recherche et la formation au sein d'ISTO, qui regroupe 25 chercheurs en tourisme social européen et des Amériques. Tes recherches et publications mettent l'accent en particulier sur les bénéfices du tourisme pour le bien-être et l'inclusion sociale, deux thèmes qui nous sont chers. Et puis tu as récemment publié avec Scott McCabe The Handbook of Social Tourism. Je crois que c'était en 2019 ou 2020. Non, c'était l'année passée en fait. 2020. Bon, ben voilà. Fin de 2020. Donc merci à toi de nous avoir rejoints et d'avoir travaillé sur ce lien tourisme et santé qui nous interroge depuis quelque temps. Merci beaucoup Muriel. Bonjour à tous et à toutes. D'abord, merci pour l'invitation de parler sur cette relation entre tourisme et santé qui me passionne depuis de longues années. En fait, c'est quelque part, ça m'a donné une raison d'être ou de faire des recherches dans le tourisme. Et néanmoins, cette relation est extrêmement complexe. Et donc, j'ai divisé mon intervention en 4 parties. Je pense que je vais peut-être aller plus vite sur certaines parties que prévu pour rattraper un peu le retard. Soit, je voudrais vous parler de certains constats de départ, du tourisme et la santé, et de la santé et du tourisme, et puis vous proposer quelques pistes de réflexion. Donc, nous parlons beaucoup de l'impact de la crise Covid, de la pandémie, sur le tourisme et des transitions qui sont nécessaires à mettre en place par la suite. Mais en fait, et ce n'est pas vraiment un scoop, et est-ce que tu peux mettre la présentation? Ah, elle est là? Ah, ok, pardon. Ok. Ce n'est pas vraiment un scoop, mais il y a des défis énormes qui existent bien depuis avant la crise. Et donc, je les cite simplement. Donc, il y a le changement climatique, il y a les inégalités croissantes qui se sont fortement amplifiées avec la crise, mais je vais en revenir. Il y a le overtourisme, surtourisme et la consommation irresponsable, notamment avec peu d'égard aux populations locales et à l'environnement. Mais, donc, tous ces constats nous mènent, et là, je vais mettre vers toi. Non, oups. Ah, c'est toi qui as fait? Attends, je comprends rien. Ah, voilà. J'ai trop vite poussé. Tout ça, en fait, c'est un constat assez dévastateur sur les conséquences du tourisme, et je sais que choc peut-être plus qu'un. On se pose sérieusement des questions aussi en termes de formation. Qu'est-ce qu'on doit transmettre à ces jeunes qui veulent travailler dans le tourisme? Et là, effectivement, je pense qu'on ne peut pas arrêter les déplacements touristiques parce qu'il y a une bonne raison de continuer, mais pas continuer de la même façon, évidemment. Parce que le tourisme est en fait très bénéfique ou fondamental même pour la santé mentale et physique. Et je trouvais que c'était intéressant, je vous ai mis un peu des extraits de l'année passée et de cette année, où vous avez tous entendu qu'il y a une augmentation de la dépression auprès de toute la population suite au Covid. Maintenant, je ne dis surtout pas que la seule raison de l'augmentation des dépressions, c'est lié qu'ils ne pouvaient pas voyager, mais la mobilité de pouvoir quitter, de pouvoir partir en vacances, a quand même sa partie dans cette augmentation de dépression. Et vous voyez là les titres, How Coronavirus Travel Restrictions Impact Your Mental Health. Vous avez en dessous un témoignage d'une experte psychothérapeute en fait, qui dit que the inability to travel can also lead to anxiety, aggression, agitation, fear, self-doubt, overthinking, etc. Donc, ça montre vraiment que nous avons besoin du tourisme. Et ça m'amène à mes 2 points
essentiel de mon exposé, c'est d'abord comment est-ce que le tourisme impacte sur la santé. Parce que c'est vrai, on le dit toujours, mais est-ce qu'on a vraiment des preuves qu'il y a des bénéfices sur la santé? Et évidemment, dans un deuxième temps, comment la santé, notamment la crise Covid, impacte sur le tourisme. Et donc, pour commencer, le tourisme, on sait depuis toujours que les voyages impactent sur le bien-être. On a, ici je commence avec le XVIIIe siècle, mais en fait, les Romains, et même avant, tout le monde était déjà conscient. On a des traditions de prendre les bains au Japon, en Chine, etc., dans le monde entier, dans les civilisations bien plus anciennes que l'Europe, qui savaient les bienfaisances de partir, de se soigner, de s'occuper de soi-même. Et donc, au XIXe siècle, tout ça s'est exprimé, ça s'est un peu plus formalisé dans le sens qu'il y a des charités, des œuvres charitables qui ont commencé à organiser des séjours, des vacances à la mer pour des enfants, des familles ouvrières qui n'avaient pas les moyens, il n'y avait pas encore les congés payés, qui ne pouvaient pas partir. Et donc, là, on savait... Ça fait du bien, l'air frais. Je pense qu'on a tous entendu quelque part à la maison que ça fait du bien, sort un peu, l'air frais fait du bien. Et changer de décor, ça fait encore plus du bien de sortir de son quotidien. Et donc, c'est quelque chose qui est sous-jacent depuis toujours. Et c'est effectivement les fondements même du tourisme social, parce que pourquoi on a organisé le tourisme social? Évidemment, maintenant, on met beaucoup en avant ceci, des avantages économiques, etc. Mais c'était vraiment par ce sous-entendu que le tourisme fait, le déplacement fait du bien à la santé. Et puisque c'était sous-jacent, il n'y a pas eu beaucoup d'études, mais depuis qu'il existe, enfin depuis, je dirais, une cinquantaine d'années, on a quand même essayé de regarder un peu plus sur le tourisme, qui était un objet de recherche par ailleurs pas considéré comme très sérieux pendant très longtemps. Et donc, même les médecins, les psychologues et tout ça ont commencé relativement tard à s'intéresser à ce phénomène des vacances. Donc, je vais vous proposer quelques études qui émanent de disciplines différentes, qui ont été faites dans des environnements très différents et qui s'intéressaient à des publics extrêmement différents. Donc, on a le tourisme social, évidemment, on a la psychologie, on a la médecine, on a l'économie. Il y a évidemment plus, mais bon, je n'allais pas non plus vous faire tout un cours sur ça, mais vous montrer quelques exemples. Donc, pour commencer, dans le tourisme social, c'est encore mon ami Scott McCabe qui est un des pionniers dans les recherches sur le tourisme social, qui a, avec un collègue, mesuré le bien-être subjectif, parce que vous comprenez bien, en tourisme social, on n'est ni médecin ni psychologue, et donc nous, on regarde la qualité de vie, on regarde le bien-être subjectif, et ce genre de mesures pour voir si les vacances ont un impact. Et lui, il a clairement pu démontrer qu'après un séjour de 5 à 8 jours, très proche de la maison, donc il ne faut pas aller très loin, il y a une augmentation importante des scores de bien-être subjectifs au sein des touristes sociaux. Dans son cas ici, c'était des familles, familles à revenus bas. On a également une autre recherche à démontrer que l'état de santé et la capacité physique étaient ressentis améliorés chez des personnes avec un handicap suite à la participation à des activités touristiques. Donc, de nouveau, le fait de sortir, ça donne de l'énergie, on se sent mieux et ça fait du bien. Et maintenant, bon, j'allais pas vous montrer toutes les études qui existent. Nous avons des études sur des personnes âgées, on a des études sur des familles, on a des études sur des enfants, on a des études sur des femmes battues qui ont cette possibilité de partir quelques jours et reprendre de l'énergie pour confronter tout ce qui vient après. Donc, il y a vraiment toute une panoplie d'études qui existent pour prouver que
le tourisme est important pour la santé. Et pourquoi, en fait, on a commencé ces études? Ça, je voudrais quand même souligner, surtout en tourisme social, parce qu'on a observé dans beaucoup de pays qu'il y avait, peut-être pas en France, mais dans beaucoup de pays, une réduction ou une diminution de l'aide gouvernementale pour le départ en vacances. Et pourquoi les Anglais ont tellement développer ce type d'études, c'est parce que, en fait, là, le tourisme social est purement du ressort des œuvres charitables. C'est même pas au niveau étatique. Donc, ils essayent d'intégrer ça, mais c'est pas encore gagné. Et c'est pour ça aussi, hier, cette action de Visit Scotland, je trouve que c'est vraiment très chouette qu'ils mettent ça à un niveau quand même plus des autorités. Alors, un autre exemple que je trouve assez parlant, et de nouveau, c'est peut-être très intéressant pour ceux qui doivent décider des politiques, c'est qu'au Portugal, les collègues sont là d'Inatel, il y a des programmes pour les seniors, et un collègue portugais avec d'autres a fait une étude sur 1000 personnes en les interviewant après sur leur état de santé. Et il a pu démontrer qu'effectivement, il y a une diminution de 18% des frais de médecin, il y a 25% de moins de consommation, si on peut le dire ainsi, de physiothérapie, de traitement physiothérapique, et 35% déclarent une diminution des frais de médicaments. C'est quand même énorme, surtout dans des États où le gouvernement participe dans les frais des médicaments. Donc, il faut vraiment réfléchir si ça ne vaut pas la peine de financer des vacances et épargner beaucoup de l'autre côté. Malheureusement, on n'a pas encore beaucoup d'études qui prouvent ça parce que, pensez bien, en Belgique, on a essayé de démontrer ça au gouvernement, mais ils veulent des études, évidemment, belges, enfin, sur le pays même. Je pense que c'est un peu le cas partout. Alors, passons à la médecine. Là, ça devient encore plus parlant parce que on a testé en fait sur la santé même. Donc ici, on a par exemple 357 participants qui ont eu des douleurs chroniques non inflammatoires et après avoir séjourné pendant 3 semaines dans un centre thermal, avec des traitements 2 à 4 fois par jour, il y a eu une diminution très significative des douleurs chroniques. Qui dit diminution des douleurs chroniques dit aussi diminution de la consommation de médicaments. Et donc, on a eu un autre exemple, c'est des plaintes physiques qui ont diminué après les vacances. Et je ne vais plus m'aventurer avec ces mots-là. Et qui ont diminuer l'absentéisme et le risque de burn-out. Et je pense que vous savez comme moi que le risque de burn-out ou le burn-out est vraiment devenu un grand problème sociétal qui donc peut être réduit si les gens puissent prendre de temps en temps un break. Encore une autre analyse a démontré, en analysant la salive de 40 femmes, une diminution significative du stress après un séjour de seulement 3 jours. Donc, partir un long week-end, ça peut déjà diminuer le stress. Les 2 autres études ont montré qu'il y a une étude de longue durée de 9 ans et des études à plus court terme, mais qui ont tous démontré que de partir en vacances, de prendre ce break, diminue en fait les risques de problèmes cardiovasculaires. Donc de haute tension. Les résultats sont encore plus performants si une activité physique est liée à ce type de séjour touristique. Maintenant, voilà. Et là, une dernière étude que je voudrais vous évoquer, c'est celle que nous avons menée en Belgique grâce au gouvernement de la région wallonne. Je dois le citer chaque fois. Et en fait, on a interviewé 4130 personnes, des seniors entre 60 et 85 ans. Et donc, vous vous en doutez bien qu'on a bien plus de résultats. C'était d'ailleurs publié. Mais
ce qui est significatif pour aujourd'hui, c'est que les niveaux de bien-être étaient bien plus élevés chez les personnes qui partent en vacances que ceux qui ne partent pas en vacances. Et ceux qui ne partent pas en vacances, ils ne partent pas nécessairement pour des raisons financières. C'est pour toutes sortes de raisons que vous avez évoquées aussi tout à l'heure, et pas non plus nécessairement pour des raisons de santé. Ce qui est aussi, ce que cette étude a démontré, c'est que le plus qu'on part en vacances, enfin la fréquence définit le bien-être. Donc, et je pense que ça c'est très intéressant dans la discussion, en tout cas en Belgique, on a cette discussion de réduire les grandes vacances et de morceler plus, de faire plus de vacances pendant l'année. Et je pense qu'il y a d'autres pays qui ont cette discussion, parce que le fait d'avoir un break peut améliorer, donc ça reste stable, parce qu'évidemment, je ne vous ai pas parlé, ces études, on mesure à peu près un impact jusqu'à 2 mois après les vacances. Et puis, évidemment, à un moment donné, on retombe dans le normal et on ne garde pas les bénéfices de ces vacances. Mais ce qui est aussi important à dire, c'est que ces bénéfices durent plus longtemps que d'une simple action de loisir. Donc c'est autre chose de partir que d'avoir un après-midi de loisir chez soi. Ce qui est aussi déjà très positif, mais le changement de décor et tout ça améliore l'impact sur le bien-être. Alors, je voudrais quand même dire que pas toute forme de tourisme sont bénéfiques pour la santé. Donc, évidemment, on exclut des séjours d'enterrement de jeunes filles ou jeunes garçons, des beuveries dans certaines destinations. Enfin bref, donc je pense quand même qu'il faut bien insister sur le fait que certains types de vacances sont très bénéfiques, d'autres sont peut-être plutôt destructeurs pour la santé. Mais ce n'est pas l'objet aujourd'hui. Donc, alors, on quitte l'impact du tourisme sur la santé et on va voir le contraire, comment la santé, en fait, impacte le tourisme. Et donc, bon, là, je pense que je peux presque passer tout de suite, mais je voudrais quand même attirer votre attention sur un élément, c'est qu'il y a eu cette chute de tourisme qu'on sait partout, c'est la plus grande crise, etc. Mais on mesure ça généralement en arrivée de touristes internationaux. Et donc, j'insiste fortement sur cette international parce que dans les recherches, dans tout, c'est un peu le Graal sacré, c'est le tourisme international. Et pourtant, on a vu ici, ces derniers jours, que le tourisme national n'est pas mal non plus. Et en fait, pour le moment, on est vachement ravis d'avoir ce tourisme national, domestique. Soit. Donc, ici, il y a quelques impacts. Oui, vous pouvez les voir mieux que moi. Donc, évidemment, je pense qu'on les a évoqués, donc je vais passer relativement vite. Il y a une réduction des activités, en général. Il y a ce changement de la clientèle. Donc, il y a la clientèle internationale, non européenne notamment, qui a été remplacée par une clientèle régionale ou locale, régionale, domestique, ou même européen, depuis que les frontières en Europe ont été réouvertes. On observe des nouveaux modes de consommation, donc plutôt domestiques et nature, et on observe malheureusement aussi une inégalité croissante. Donc je vous ai dit tout à l'heure que c'était déjà un constat qu'on a fait avant, mais maintenant, avec le Covid, cette inégalité a encore grandi. Et je vous donne un exemple. Bon, désolé, mais c'est l'Angleterre, puisqu'ils ne pouvaient pas quitter leur île, il y a des locations sur les campings qui normalement étaient accessibles vraiment à la grande majorité de la population, ne l'étaient plus en été. Parce que les prix ont tellement flambé qu'on m'a nommé pour un petit cottage comme ça, dans un village de vacances, les gens devaient payer jusqu'à 3-4 000 pounds. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte que c'est énorme comme prix. Et donc, évidemment, ça crée une inégalité parce que
une bonne partie des gens qui pouvaient partir avant, et je ne parle même pas de ceux qui ne pouvaient pas partir du tout, mais ceux qui pouvaient partir avant ne pouvaient plus partir. Donc, ils n'avaient pas de vacances, ils ne pouvaient pas bénéficier des vacances à cause de ça. D'autres impacts, évidemment, sont plus ponctuels, mais néanmoins aussi importants, parce que ça touche tout le secteur. Mais je pense qu'après, on va parler de l'hébergement, donc vous pouvez lire. Mais je pense qu'il y a un élément quand même qui pose peut-être des problèmes, en tout cas avec des hébergeurs avec qui je parlais, parce qu'ils ne veulent pas jouer la police, ils se sont très mal à l'aise avec cette histoire de passe sanitaire. Et donc, il y a effectivement un changement dans le travail, dans l'accueil que peuvent faire, que doivent faire les hébergements. Et il y a souvent une réduction aussi de l'espace dans les salles de consommation, des restaurants fermés. Mais avec toutes les exigences sanitaires, évidemment, c'est difficile de diminuer le personnel. Et donc, ça devient un coût très, très important aussi pour l'hébergement. Pour les attractions, c'est assez grave aussi dans le sens qu'il y a une limitation du nombre de visiteurs. Et je pense, je vous parle d'expérience personnelle, aujourd'hui ça devient vraiment difficile d'avoir une idée spontanée pour visiter une attraction touristique, parce que même si vous vous dites il y a les visiteurs hors Europe, où les marchés asiatiques, etc., ne sont plus là, notamment le cas de Neuschwanstein en Allemagne, ce château de Disney que vous connaissez certainement. Ils ont dû diminuer de 6 000 visites par jour à 800 visites par jour. Mais ce n'est pas pour ça qu'ils pouvaient dire à leur guide « ne venez plus ». Non, parce que c'est juste les groupes ont dû fortement diminuer de 30-40 personnes par groupe à 10 personnes. Et donc, les groupes doivent quand même partir tous les 10 minutes. Donc, il faut le personnel. Mais les revenus, évidemment, ont fortement diminué. Et donc, ça devient vraiment difficile pour survivre. C'est peut-être pas le mot pour ce type de patrimoine, mais difficile de gérer et de contenter tout le monde. Et alors, peut-être le dernier point par rapport à la santé qui est très important, c'est l'impact sur le comportement des touristes, parce que ça aussi a changé. Donc, on a observé les grands courants qui sont notamment aussi dus à la fermeture des frontières, etc. Mais il y a des amplifications de ces défis d'avant la pandémie, et c'est notamment la massification et concentration du tourisme dans le lieu accessible. Donc c'est vrai, on voit partout des chutes d'occupation des hôtels, etc. Mais depuis l'ouverture de certains pays, de certains sites, je pense qu'on a tous en tête ces cartes avec les rouges et tout le monde cherchait un point vert pour pouvoir y aller. Et donc il y a des régions, souvent des régions rurales, qui se sont trouvées submergées par des touristes, notamment le Piémont, qui était en octobre ou en septembre 2020. C'était une des rares régions en Europe qui était vert, magnifique. Je suis allée, comme plein d'autres gens, il n'y avait plus une place d'hôtel à avoir. Parce que, effectivement, et puis après, très peu de temps, ils ont dû refermer. Mais bon, mais juste pour vous voilà, donc ça peut avoir un impact dévastateur négatif sur des territoires qui, a priori, ne souffrent pas nécessairement d'une surfréquentation. Et puis, il y a la perception de risque sur la santé et ce qu'on appelle uncertainty avoidance. Je ne savais pas du tout comment je peux traduire ça, mais c'est en fait un facteur. On veut éviter tout problème et donc, alors on préfère ne pas partir. Et cette uncertainty avoidance dépend très fort des sociétés, des cultures. Donc, par exemple, il y a des études qui ont démontré que les Japonais ont une uncertainty avoidance très, très élevée. Donc, eux, ils ne prennent pas le risque, ils ne vont pas prendre le risque. Par contre, les Allemands, ils n'ont pas ça. C'est très bas. Et je pense qu'une des preuves, c'est, je l'ai mis dans le point, oui, non, dans ce point-là, c'est que
ces vacances d'automne, là, donc ceux qui vont venir, il n'y a jamais eu autant de réservations de partir en avion en Allemagne. Donc, il y a une augmentation énorme qui fait que ils n'ont pas vraiment de peur. Il y a aussi beaucoup plus de verres, mais ils sont prêts à prendre le risque. Et d'autres pays ne sont pas prêts à prendre le risque. Et donc, je pense que là, pour les politiques, pour les DMO, c'est peut-être aussi un élément lequel il faut prendre en compte en termes de communication avec ces gens. Et les facteurs, évidemment, la perception de risque en soi, c'est les facteurs cognitifs, affectifs, individuels et contextuels qui impactent sur les intentions de voyager. Et alors là, on ne peut rien faire sur les affectifs et les individuels. Vous ne pouvez pas jouer sur les expériences individuelles des gens, sur leurs craintes, angoisses personnelles. Par contre, il y a des facteurs qui sont relayés par la presse, qui sont communiqués sur des sites concernant les protocoles sanitaires et tout ça. Et ça peut jouer en faveur ou défaveur d'une destination. Et puis, un autre constat aussi qu'on a fait, c'est que depuis cette réouverture, il y a un shift vers les hébergements de groupe. Donc ils ont la cote, ce qui est bien pour le tourisme social, parce que beaucoup d'entreprises, notamment, ou de groupes d'amis, des familles qui veulent se retrouver parce qu'ils se sont vus comme nous. On était tous ravis de venir ici parce qu'on pouvait enfin se revoir après 2 ans. Et donc, c'est vraiment un phénomène qu'on a observé, que ce type d'hébergement de groupe a le vent en poupe pour le moment. J'ai presque terminé. C'est la dernière. Donc, c'est la plus longue. non, je vais passer assez vite. Donc, non, je ne sais pas, j'ai loupé un superbe truc. Donc voilà, parce que je pense que en tenant compte de ces transitions d'avant la crise, des bénéfices sur la santé et les impératifs de Covid, tout ça nous mène à réinventer le Covid. Je sais, ça a l'air d'une parole un peu creuse parce que c'est quelque chose qu'on entend tout le monde. Mais voilà, le plus qu'on le répète, peut-être à un moment donné, ça va vraiment se réaliser. Et je pense qu'on a déjà entendu pas mal d'exemples ici que c'est en train de se passer, ce qui est une très bonne nouvelle. Évidemment, ça concerne les politiques à tous les niveaux, y compris au niveau des communautés, le secteur dans sa globalité. Donc je pense que tout le secteur touristique est appelé aussi à jouer sa partie, et évidemment des touristes. Et pour cela, je présente, j'ai rassemblé quelques pistes, c'est pas exhaustif, c'est des choses que vous avez déjà entendues, mais néanmoins, je pense que ce seront des pistes vraiment réalisables. Donc d'abord la communication ciblée pour diminuer la perception des risques des touristes, ce que j'ai dit. Évidemment visé sur un tourisme local ou régional. Et là, je vous ai dit tout au début, attention, il y a toujours un international qu'on met en avant. Donc, on regarde maintenant plus le local, le domestique, qu'on se focalise plus là-dessus. Et alors, moi, j'ai évidemment lutté contre les inégalités, mais je m'adresse évidemment à des personnes qui ne font que ça depuis toujours. Et moi, je suis convaincue que le tourisme doit devenir une matière à enseigner. C'est quelque chose qu'on doit apprendre dès l'école. Il y a des comportements, il y a des attitudes, l'ouverture culturelle, etc. Il y a plein d'aspects qui, à mon avis, pourraient faire part d'un curriculum bien plus tôt qu'aujourd'hui pour éviter aussi certains comportements qu'on déplore aujourd'hui, comme certaines formes de tourisme de masse, comme était évoqué plusieurs fois ici. Alors là, je ne sais pas, c'est peut-être un rêve pieux, mais d'arrêter cette logique de croissance, mais de trouver un équilibre entre les bénéfices et les revenus. Donc, et je pense qu'il y a d'autres domaines où ce sera vraiment chouette. Je pense qu'il y a une régulation des acteurs touristiques, et là, je parle de tous les acteurs impliqués, aériens, location, hôtellerie, emploi. Et je pense notamment à des exemples où c'est des entreprises, des compagnies extérieures qui viennent s'implanter sur un territoire et les bénéficiaires ne sont plus la communauté locale, mais
des sociétés internationales, etc. Évidemment, location, je pense Airbnb, pas les Airbnb sympas où on échange des appartements, mais les Airbnb qui est vraiment devenu un business où on achète des blocs d'appartements dans les villes pour les louer à des touristes pour faire des bénéfices parce que ça va augmenter les inégalités, etc. Bref, le démarketing, hier, j'étais ravie que je ne sais pas s'il est encore là, le représentant de Barcelone, parlait lui, il nommait ça unmarketing, on parle aussi de démarketing, donc en fait, de ne plus faire du marketing, donc de dire plutôt ne venez pas. Donc quelque chose comme ça, et peut-être essayer de distribuer les flux différemment. Donc changer la façon dont on fait le marketing, et puis bon, en général, évidemment, de nouveau un vœu pieux, rendre le tourisme plus à taille humaine. Je ne sais pas très bien, parce que c'est très... Évidemment, si on va limiter le déplacement touristique, en même temps, on a la liberté de voyager, c'est quelque chose... Et je pense que c'est pour ça aussi, on a difficile à réinventer le tourisme, parce qu'on a ces contradictions au sein même du tourisme, qu'il n'y a pas une solution miracle qui va résoudre tout ça. Et puis, bon, en somme, on peut résumer tout ça, c'est d'infuser les valeurs du tourisme social dans le tourisme en général. Donc, ce sera vraiment chouette si on arriverait que les valeurs qu'on prône ici, le fameux ADN de l'ISTO, pourrait devenir une forme de Bible pour tous les secteurs touristiques. Voilà. Et oui, pour le dernier, donc moi j'avais hier, il y a Sabrina ou Véronica qui avaient effectivement découvert ce livre « Réinventer le tourisme » qui était écrit par un professeur qui est assez connu en France, Rémi Knafou. Et voilà, donc un peu toutes les pistes que j'ai évoquées, il est décrit beaucoup plus en détail. Donc je fais la pub pour ce livre que j'ai découvert hier. Mais je pense quand même que ce sera bien aussi de faire un peu, d'échanger les expériences dans les recherches, dans le secteur, etc., pour avancer ensemble vers plus de, je dois lire, durabilité, même si je trouve ce mot est un peu dépourvu de sens. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Ania pour cette présentation, pour cette pêche, ces convictions que nous partageons. Et ces ouvertures aussi, ces pistes de réflexion. Est-ce qu'il y a quelques remarques ? Marc ? Merci Ania. Petite précision, mon compte temps a été crédité, donc je vais pouvoir reprendre un petit peu de temps et aborder les sujets que tu as évoqués. Le premier point sur la question de la santé. Des études du CHU de Rennes a démontré que la rupture de sédentarité avait un impact sur les maladies de diabète de type 2 et sur les maladies cardiovasculaires, ce qui rejoint ton propos, à condition qu'il y ait un temps de préparation en amont et que le groupe se structure pour qu'il y ait une durabilité dans le temps. Donc ça veut dire qu'il y a des éléments méthodologiques qui sont à prendre en compte. On ne part pas comme ça du jour au lendemain si on veut avoir effectivement un impact. On sait que les vacances, mais ça c'est valable pour tous, on se crée des amitiés. Et lorsqu'on est dans des processus de sédentarisation, ces amitiés permettent de se déplacer. Et donc l'impact physiologique est relativement intéressant. Je ne sais pas si les données sont encore accessibles, mais à l'époque, c'était le régime des indépendants qui avait travaillé sur ce sujet-là. Et c'était plutôt la branche de Marseille qui avait travaillé sur le diabète et celle de Rennes sur les maladies cardiovasculaires. Et Vacances ouvertes en parle d'autant mieux puisque nous avons contribué à ce travail justement sur les aspects méthodologiques de construction des départs en vacances. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, mais peut-être que tu ne l'as pas évoqué, c'est la question de la prévention des burn-out. Et dans le cadre des processus d'employabilité, dans le cadre des processus du travail. On voit que, alors, est-ce que c'est une tendance qui était effective mais qu'on a nommée depuis quelques années dans le cadre des risques psychosociaux? Toujours est-il, la question vacancière peut être un des outils de cette rupture du quotidien et donc de ce fait, de cette rupture avec la pression qui existe. Et comme j'ai la parole et que Vacances ouvertes fait des trucs absolument géniaux, c'est normal, c'est
mon association, on est en train de travailler justement avec les métiers du care, plutôt les travailleurs pauvres, et plus spécifiquement l'aide à domicile, pour essayer d'aborder la question du management par la construction d'un projet de sens, et donc d'un projet vacances. Et les premiers points qu'on essaye qu'on observe, c'est que le sentiment de pénibilité du métier est atténué. Donc ça, c'est aussi des éléments importants. Et là, on est dans le processus clairement modèle économique, parce que parfois, le défaut que l'on peut avoir sur le processus vacancier, c'est de rester dans un champ loisir. Et donc, dans un champ qui peut être un peu plus léger, un peu subalterne, un peu moins important. Et dans les modèles économiques aujourd'hui, c'est la question de l'emploi qui prime, et la question du bien-être, dans le cadre du Code du travail, a une incidence très forte. Et donc, on se pose la question de savoir comment, par des actions particulières, on réapporte du sens et on essaye de travailler sur la pénibilité. Donc c'est une démarche qui va durer encore un bout de temps, et pour l'instant les premières approches sont en train d'être construites, et on est soutenu par l'Agence nationale pour le chèque vacances sur ce travail. Et puis un dernier point, juste pour préciser que les vacances, et ça devrait être notre incantation, les vacances, c'est pas qu'un droit, c'est un devoir. Et je pense que lorsque l'on rentre dans un processus éthique, on va pouvoir réaborder plein d'autres champs qui vont pouvoir retrouver du lien. Et l'avantage des vacances, c'est que c'est totalement trans-thématique, et c'est peut-être à la fois sa force, mais aussi sa grande faiblesse. Et Ania, tu as fait quelque chose qui était absolument remarquable, puisque à la fois sur la perception psychologique, sur la perception que s'appelle le santé, et sur l'enjeu économique d'une forme de requalifier le marketing qui est derrière en portant du sens, ben je pense que tu nous as donné quand même les pistes de ce qu'est notre tourisme social. Et puis j'interpelle un petit peu l'agence pour le chèque vacances. Je rêve d'une agence européenne du chèque vacances. Je sais, c'est peut-être une folie, et puis peut-être que le modèle qui est vertueux en France peut être un modèle vertueux européen. Et peut-être que cette question du travailleur pauvre, qui reste un sujet extrêmement fort, peut être un moyen de diffusion du chèque vacances. Mais j'en arrête là, puisque c'était le propos que j'avais essayé de tenir lors de la petite commission sur l'emploi. Merci. Merci Marc. Pour nos prochains intervenants en français, pensez, malgré toute la fougue qui vous anime, qu'on a deux interprètes extraordinaires, voilà, que je salue, Anne-Marie et Nial, qui sont en haut, qui nous accompagnent depuis 2 jours, mais qui ont besoin que nos débits soient un petit peu plus lents. Voilà. Excuse-moi d'intervenir, Muriel, mais comme tu m'avais dit que j'avais peu de temps et que je voulais tout placer, il fallait que j'aille vite. Je suis désolé, vraiment, je suis désolé. Je te frustre depuis hier, c'est impardonnable de ma part. Effectivement, bon, j'avais pas le temps ici de développer toutes ces études, parce qu'évidemment, tous ces départs en vacances étaient bien préparés. Il y a toute une méthodologie qui est autour, qui influe aussi évidemment sur les impacts et tout ça. Donc, mais bon, c'était pas le propos ici. Je pouvais pas développer tout ça. Et évidemment, j'ai dû sélectionner quelques études, et mea culpa que j'ai pas choisi votre étude. Peut-être une autre question, remarque, avant qu'on parte pour une courte pause. Eh bien, merci à vous. Encore une fois, merci, bravo Ania, pour cette intervention. Ce que je vous propose, c'est que qu'on se fasse une courte pause d'1 quart d'heure. Donc là, s'il vous plaît, merci d'être de retour dans la salle à 11h. Nous aurons ensuite une table ronde qui sera animée par Simon Thiraud. Simon, qui est délégué général de l'Union nationale des associations de tourisme et de plein air, l'UNAT, et qui a été depuis 2018. Il est également membre du Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire, et nommé tout récemment par le gouvernement au Haut Conseil à la vie associative. Voilà, Simon animera une table ronde post-crise, quel futur pour les acteurs et les hébergements du tourisme pour tous, comment se réinventer. Soyez bien là à 11h, je vais faire un teasing, 3 intervenants, 3 grands témoins
et des échanges, et le temps pour les échanges et le débat en fin de session. Donc on se retrouve ici à 11h après une courte pause. Merci à vous.